Bonjour et bienvenue dans un pub du coin exceptionnel puisque je suis actuellement au pays du soleil levant pour un reportage spécial Oursport Productions. Il y a un an on avait déjà traité du Japon, mais là on est de retour pour un épisode grandeur nature. Néanmoins, vous le savez, les finances de la chaîne sont pas au top et du coup, il a fallu choisir entre Arthur ou moi pour savoir qui allait au Japon. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oui, je le savais, putain, tu fais toujours le ciseau. Mais je sais faire que le ciseau. C'est donc moi qui serai votre grand reporter. Bon là je reporte que dalle vu que je suis dans mon Airbnb, mais je vais pas tarder à sortir. Arthur lui reste en France pour être un peu le Jamy de l'émission, à apporter de la théorie. Je lui ai laissé mon appart, mes clés et bien évidemment de la documentation et je l'appelle tout de suite. Oh merde. Oui, allô, bah là je suis chez toi justement, je suis en train de faire les analyses. Ça se passe toi? Mon petit Jamy de C'est pas sorcier, c'est Oursport est en place, on va donc pouvoir commencer. Hello. C'est parti pour un tour de la publicité au Japon. Moi je vais dehors et je laisse Arthur lancer le sujet. Bon, le Japon on en a déjà parlé dans un épisode entier, mais on a fait qu'aborder les pubs qu'on voyait à la télévision. Là on va pouvoir vraiment se consacrer aux différences concrètes entre la pub en France et au Japon. N'est-ce pas Julien? Ils sont partout. Bon, ça fait rien, je vais garder la main pour l'instant. Ce qu'on sait tous, c'est que le Japon, et en particulier Tokyo, est connu pour être plein à ras-bord d'enseignes lumineuses et colorées. Il y en a partout, ça éclate les yeux. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y en a autant. Est-ce que ça perd pas de son intérêt au bout d'un moment? Eh bien non mon petit Arthur, c'est très bien pensé, figure-toi. En fait, un truc dont on se rend compte très vite sur place, c'est que contrairement à beaucoup de pays dans lesquels les boutiques sont directement au niveau du trottoir, ici vu que la ville est très verticale, beaucoup de restos, magasins, etc. sont situés dans les étages supérieurs des bâtiments. Ce qui veut dire que beaucoup des panneaux sont là juste pour t'indiquer ce que tu peux trouver à l'intérieur des bâtiments, et vu que ces derniers sont pleins à craquer, ça fait beaucoup d'enseignes lumineuses dehors. C'est vrai que ça explique pas mal de choses, et puis vu qu'il y a des enseignes partout, les pubs doivent être toujours plus grandes, plus lumineuses, plus flashy. C'est un peu une sorte de cercle vicieux. C'est pas forcément vicieux en fait. À Osaka par exemple, près de Dotonbori, tu peux trouver plein de restos avec des mascottes géantes. Tout ça, c'est de la pub pour se démarquer de leurs concurrents, mais ça crée un quartier hyper sympa dans lequel tu peux te balader. Ouais, vu comme ça. Bon après, je te cache pas qu'il y a aussi plein de pubs dans le métro par exemple, et ça le rend pas forcément plus beau. Mais bon, ça s'explique facilement par le nombre de personnes qui le prennent chaque jour. Moi j'ai une question pour toi Arthur. Ici je vois plein de mascottes, il y en a pour les restos, les villes, les rues, même les musées. J'aimerais comprendre pourquoi. Je t'ai envoyé des images, est-ce que tu peux me les analyser en labo s'il te plaît? Oh bah un labo, il croit quoi lui? Moi je suis juste un type avec Google, mais bon. Bah déjà elles sont là pour les mêmes raisons qu'en France, c'est-à-dire qu'elles permettent de mettre un visage sur une marque et de l'associer à quelque chose de mignon et ou drôle. Après pourquoi il y en a autant, ça c'est une autre question. D'après ce que je vois, la grande différence ici, c'est que contrairement à chez nous où on trouve des mascottes quasi exclusivement pour des grandes marques, tout le monde peut en avoir. Ça va du petit resto au parking, en passant par les musées. Si je devais expliquer pourquoi tout le monde s'attache les services d'une mascotte, je dirais que c'est parce que le Japon a une culture du kawaii, c'est-à-dire du mignon très développé. Et ça pèse dans la balance. Bon, on a vu ce qui se fait dans la rue, maintenant on pourrait parler télévision. Julo, t'as regardé quelques spots là-bas? Oui chef. Et alors? Moi je comprends rien, c'est tout en japonais. Bon, j'avais peut-être pas pensé à la barrière de la langue. Au pire, je sais pas, tu peux nous parler de ce que t'as vu d'inhabituel là-bas. C'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Tenez, je vous fais écouter le quartier de Shibuya pendant 2 secondes. Il y a du son de partout. Ici, toute gueule dessus, les bâtiments, les vendeurs, les camions. Ouais, même les camions. C'est quelque chose dont j'avais très peu entendu parler avant de partir, mais le Japon est très bruyant et beaucoup de la pub se fait de façon sonore. C'est bien beau de mettre des écrans géants, mais encore faut-il qu'on les regarde. Et pour ça, on attire les regards des gens avec du son. Tiens, vu que tu parles d'écran géant, moi j'ai bien envie de parler de leur problème d'échelle. J'ai l'impression que tout est énorme là-bas. Les écrans dont tu parlais, mais aussi toute la pub en général. On voit souvent plein d'énormes panneaux publicitaires. Bah ça c'est pareil, t'en comprends l'intérêt directement sur place. Il y a tellement de pubs partout que la taille est un argument de poids quand il s'agit de choisir laquelle regarder. Mais c'est pas la seule façon de se démarquer. Par exemple, ici on voit beaucoup plus de marques qui s'associent avec une personnalité ou un personnage connu parce qu'une tête familière ou appréciée, ça permet d'attirer le regard. Mais ça n'a pas toujours de sens. Genre quand c'est The Rock qui pose pour Under Armour, pourquoi pas, mais Ultraman qui devient la mascotte d'une marque de ramen, là faut m'expliquer. Ouais bon après dans les autres pays, c'est pas forcément mieux. Ma préférence. Mais au fait j'y pense, depuis tout à l'heure on parle de Tokyo, mais j'imagine que c'est pas partout pareil.
Julien, t'as fait un peu le tour du Japon, non? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Alors Tokyo est vraiment unique niveau surcharge publicitaire, mais Osaka se débrouille pas mal non plus. Mais des villes pourtant importantes comme Kyoto ou Hiroshima sont beaucoup moins remplies de pubs. Déjà parce que ce sont des villes plus traditionnelles, certes, mais aussi et surtout parce que la population y est beaucoup moins grande. C'est la loi de l'offre et la demande, il y a des pubs là où il y a des gens. Bon Arthur, moi je te laisse, je vais au musée de la pub. Ah oui, le musée de la pub. Alors là en gros Julien va visiter le musée de la pub, qui se trouve juste à côté du siège social de Dentsu. Bon, j'ai bien conscience que ça vous dit pas grand chose, mais Dentsu est un nom très important dans l'univers de la pub. Il s'agit de la première agence de publicité au monde. Elle domine tellement le Japon que sa concurrente directe a un chiffre d'affaires 2 fois moins important que le leur. Et du coup, quel meilleur endroit que leur siège social pour implanter un musée de la pub justement. Et oh, on me dit dans l'oreillette que Julien a apparemment déjà fait le tour du musée grâce à la magie des ellipses. Bon, je reviens du musée de la pub et c'était génial. Le but de ce musée, c'est de retracer l'histoire de la publicité japonaise. Rien d'incroyable me direz-vous, mais ce qui est ouf, c'est que cette histoire remonte à l'ère Edo, c'est-à-dire l'époque féodale du Japon. Donc depuis l'ère des samouraïs. Je sais pas si vous réalisez qu'à l'époque vous pouviez croiser ça dans la rue. Et bah vous pouviez aussi croiser des publicités. Bon après évidemment on ne parle pas des pubs qu'on peut croiser aujourd'hui dans Tokyo, hein, mais il y avait quand même les prémices de la réclame d'aujourd'hui et on pouvait déjà tomber sur des techniques de vente assez inventives. Je pense notamment à ces boules de feuilles de cèdre que l'on pendait devant les magasins pour annoncer l'arrivée d'un nouveau saké. Oh, on peut dire que c'est un peu leur Beaujolais nouveau. Ouais mais il n'y avait pas que les vendeurs de saké qui faisaient dans la décoration, hein. C'était déjà courant de mettre des sculptures en guise d'enseigne pour attirer le client. C'est marrant, ça me fait penser au quartier de Dotonbori dont tu m'as parlé tout à l'heure. Mais j'imagine que dans ton musée, il n'y a pas que des pubs de l'époque des samouraïs, non? Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment voir l'influence occidentale arriver petit à petit dans leurs pubs. Genre, à l'ère Edo, tu as des pubs notamment pour des représentations de théâtre kabuki qui ressemblent énormément à des estampes japonaises. Ensuite, dans l'ère Meiji, qui commence en 1868, on commence à voir de moins en moins de tenues traditionnelles japonaises dans les pubs, les bâtiments sont très européanisés et surtout les mises en scène s'occidentalisent. Et j'imagine qu'après ça, l'évolution logique, c'est de faire exactement pareil que tout le monde. Bah, pas vraiment. D'abord, pendant l'ère Taisho, les pubs s'urbanisent mais ne changent pas trop. Ensuite, au début de l'ère Showa, qui commence en 1926, là ça commence vraiment à ressembler à nos pubs, mais les modèles et les personnages restent japonais. Par contre, à la fin de celle-ci, on voit de plus en plus de modèles étrangers et surtout, les pubs deviennent de plus en plus grandes et impressionnantes. C'est ça qui est un peu triste avec la mondialisation. On finit par tous faire la même chose. Mais c'est aussi pourquoi le Japon est incroyable. Malgré cette tendance à se rapprocher de ce qu'on fait, ils ont su garder leur identité en ajoutant toujours une petite dose de folie qui les caractérise. Bon, voilà, on a fait le tour du sujet, c'était un super voyage au cœur du Japon, et encore une fois, grâce à la magie des ellipses, Julien est de retour en France et a un mot à vous dire. Pourquoi je suis en France? Je voulais être au Japon! Bon, je vais me charger de le remettre sur pied, vous en faites pas. En attendant, surtout, abonnez-vous, likez et partagez à fond cette grosse vidéo, et on se retrouve dans 2 semaines où Julien va vous expliquer un petit peu ses astuces pour partir au Japon pour pas cher. La bise!